vous remercier d'avoir répondu à l'invitation de Michel Ancefroll, qui est dans nos cœurs aujourd'hui pour cette conférence avec Arnaud Tessier et Alain Laquiez. Michel Ancefroll nous a quittés subitement il y a quelques jours, et vous savez l'importance qu'il avait dans cette maison de très longue date, c'est-à-dire depuis le RPF et les étudiants gaullistes dans les années 50, et il aura durablement marqué cette maison, et notamment les amis à la tête desquels, sauf erreur, il avait pris le relais de Pierre Lefranc, puisque quand j'avais adhéré aux amis dans mes années étudiantes, c'était Pierre Lefranc, le président des amis à l'époque de l'Institut Charles de Gaulle. Avant d'observer une minute de silence, je vais demander à Jacques Godefrin de dire quelques mots. Merci beaucoup Hervé d'avoir entamé cette réunion ce soir par la mémoire de Michel. Je voulais juste apporter un témoignage, puisque je suis arrivé dans cette maison en 65, mais trois ans après avaient lieu les événements de 68. Alors 68, ça a été quand même difficile à vivre. Il y avait une tentative de mise d'un incendie à la porte, etc., etc. Et vous le remarquerez, cette maison est close. Je veux dire que, si j'ose dire, parce que il n'y a de sortie que par là. Il n'y a aucune autre sortie nulle part, sauf par les toits, évidemment. Voilà. Donc on se sentait pris comme dans une souricière. Mais ce qu'il y a eu de vraiment extraordinaire, c'est le courage de la toute petite équipe de journalistes qui était avec Michel, autour de lui, qui affrontait tous les jours le comité de grève et l'Assemblée générale des journalistes à la maison de la radio. Et ça, c'est un souvenir que je ne peux pas oublier, parce que c'est dans ces moments-là qu'on découvre le courage et la solidité des gens. Michel était exactement cela, courage et solidité, sauf qu'en plus, il nous tenait informés. Il appelait ici, il nous racontait les péripéties de ces assemblées générales qui étaient violentes. Au passage, d'ailleurs, dans un petit carnet, j'ai une liste de journalistes encore en cours qui étaient de farouches ennemis du général et qui ne manquaient pas d'encourager la grève. Bon, mais ces gens-là sont en place, toujours. Et alors après, nous exploitions ces informations sur l'Élysée, sur le Premier ministre, de manière à ce qu'au moins ils sachent ce qui était en train de se passer dans les médias. Ça, c'est Michel. C'est Michel tel que je l'ai connu dans l'action, dans des moments très difficiles. Il était là. Il était là, et puis il allait au feu. Et c'est de lui, c'est cette caractéristique, je dirais, dont je me souviens le plus chez lui. Tout le monde a entendu ses conférences, tout le monde sait les anecdotes, etc. Mais ça, ces instants très durs de mai 68, je peux vous dire qu'au début, on n'était quand même pas beaucoup. Alors après, il y a eu le défilé, après, il y a eu beaucoup de monde qui est venu, mais au pire moment de mai 68, on se sentait quelquefois bien seul, mais Michel nous a permis de ne pas nous sentir dans la plus grande solitude. Voilà, je vous remercie pour lui. Voilà, je vous propose que nous observions une minute de silence. Je vous remercie. Je voudrais remercier Arnaud Tessier, le président de notre conseil scientifique, d'avoir accepté dans le cadre des amis la demande qui lui avait été faite naguère par Michel Ancefroll de parler de son livre sur 1969. C'est vrai que l'année qui court de mai 68, dont vient de parler Jacques Godefrin, jusqu'à la fin du mois d'avril 69, est une sorte d'angle mort, ou du moins c'est une année qui est insuffisamment explorée, puisqu'on a l'impression qu'il était fatal que les choses se passent comme elles se sont passées. Alors qu'à la lecture du formidable livre d'Arnaud Tessier, on se rend compte qu'il n'en est rien. C'est vrai que ce sont déjà des années anciennes,
Dans cette salle, nous avons d'ailleurs en la personne de l'ambassadeur du Jean de l'Étang, un grand témoin, puisqu'il était au cabinet du général de Gaulle pendant cette période. Et il nous a semblé intéressant d'organiser cette causerie, et je voudrais également remercier le professeur Alain Laquiez pour sa disponibilité et pour lancer cette conférence dialoguée avec Arnaud Tessier. Je vous remercie. Oui, merci Hervé. Donc l'idée, en fait, avec Alain, qui est un éminent professeur, nous avons pensé procéder de la manière suivante, de façon à aborder les choses de manière un petit peu vivante et puis avoir peut-être une confrontation aussi relative sur certaines. Je vais, pendant un quart d'heure, vous parler très brièvement des points principaux, enfin ce que j'ai voulu dire ou faire à titre principal avec cet ouvrage, pourquoi j'ai choisi ce sujet et quelles étaient les idées vraiment fondamentales qui me paraissaient nécessaires d'évoquer. Et puis ensuite, Alain lui-même fera un certain nombre de remarques et d'observations. Et puis, dans une troisième phase, avant les questions, tout ça étant assez court, je vous rassure, on aura une sorte de dialogue sur différents points. Voilà, c'est un petit peu le scénario que nous avons imaginé sur un sujet qui, après tout, est à la fois proche et lointain. 50 ans, c'est à la fois proche et lointain. Je voudrais, juste simplement quelques points pour situer le paysage, en quelque sorte, pour camper un peu les choses. Il se trouve qu'il y a eu un numéro en 1976 de la revue Espoir, alors revue de l'Institut Charles de Gaulle, qui a été, je vous le signale d'ailleurs, fort judicieusement mis en ligne sur le site de la Fondation, et qui est c'était en 1976, donc quelques années seulement après le départ et la mort du général de Gaulle, et c'est en réalité, ce sont des échanges entre quelques personnalités qui ont été très proches de Gaulle et des universitaires, notamment de jeunes universitaires de l'époque, et les personnalités qui avaient été proches de Gaulle, je vous les cite: Couve de Murville, Jean-Marcel Jeannet, Bernard Tricot, Bernard Ducamin, Amiral Floïc et François Gogel. Donc c'était des gens qui étaient quand même très, très dans le feu de l'action, et on est quelques années après la mort de Gaulle et après les événements. Et ce qui est très frappant, je vous invite vraiment à lire, à vous reporter sur le site de la Fondation à ces échanges que j'ai découvert moi aussi avec beaucoup de surprise, à quel point, c'est paru extrêmement frappant, c'est qu'ils évoquent beaucoup leurs souvenirs, le sens du référendum, le contexte de l'époque, mais en réalité, ils disent tous, ou à peu près, qu'il ne s'agissait pas d'un référendum suicide, mais en réalité, ils ne savent pas très exactement et très certainement ce que De Gaulle avait précisément en tête. Et c'est très étonnant de voir à quel point, ayant été mêlés de si près à cette période et à ces événements, ils ne sont pas absolument certains de la densité, de la profondeur de ce que De Gaulle voulait faire, sans doute parce que De Gaulle, pendant cette période, a en quelque sorte renoué avec quelque chose qu'il n'avait jamais quitté, mais enfin qui était par moments très frappant, une certaine solitude dans la mise en œuvre d'un projet qui lui était très personnel, et ce que Georges Pompidou lui-même, d'ailleurs, a compris lorsqu'il a quitté le gouvernement après 68, et lorsqu'il a écrit, je crois, c'était à François Mauriac, il appartient au général de Gaulle d'écrire lui-même, en quelque sorte, le dernier chapitre de cette histoire, parce que je pense qu'il avait compris que De Gaulle avait effectivement un projet. Alors, le propos du livre que j'ai fait, c'est précisément de revisiter un petit peu cette période à la fois courte et dense, qui fait suite à 68, qui va jusqu'au départ de Gaulle, et puis j'ai essayé après de remettre en perspective les derniers temps, la dernière année avant la mort de Gaulle, qui est consacrée, comme vous le savez, très largement à la rédaction des Mémoires d'Espoir, et qui constitue les Mémoires d'Espoir, en ce sens, un témoignage en eux-mêmes très précieux sur ce que De Gaulle pensait, puisque c'est ce qu'il écrit après avoir quitté le pouvoir. Donc De Gaulle, d'une certaine manière, par la façon dont il revisite, certes, les débuts de la Ve République, mais des problématiques qui lui sont très présentes, notamment l'éducation nationale, l'Europe. Il évoque, puisque vous savez que c'est un texte inachevé, il évoque des choses qui sont encore évidemment tout à fait dans le débat public. On a une idée de l'état d'esprit de Gaulle. Et ce n'est pas un état d'esprit de résignation ou de retrait shakespearien, comme on l'a souvent pensé, à raison de, sans doute, tout ce qui s'attache
un peu la scénographie du départ de Gaulle, le voyage en Irlande, quelque chose qui a laissé l'image d'un De Gaulle, l'idée du suicide politique, l'idée d'un De Gaulle quittant la scène avec justement une mise en scène à la portée de sa gloire, laissant les Français à leur ingratitude. En réalité, il m'a semblé que ce n'était pas du tout ça, que De Gaulle a voulu au cours de sa dernière année de pouvoir, dont il pensait d'ailleurs qu'elle ne serait pas la dernière, il a voulu après 68 accélérer, mettre en œuvre de manière accélérée des choses qu'il avait déjà en projet, qui venaient du plus profond, non seulement de sa présidence, mais même de son passé politique. Et c'est un petit peu l'idée que j'ai voulu prouver et qui m'était inspirée par les écrits de De Gaulle, par ce qu'il a fait, les mesures qu'il a voulu mettre en œuvre, notamment celles qui ont été ramassées ensuite dans le référendum de 69, ou par les témoignages comme un certain nombre d'éléments qu'on trouve par exemple chez Bernard Tricot dans ses papiers qui sont extrêmement intéressants. Alors très rapidement, d'abord je voudrais revenir sur cette idée de grandeur, la grandeur selon De Gaulle, cette idée qu'en réalité l'image qu'on a de De Gaulle à la fin, c'est d'un De Gaulle qui n'a pas compris 68, qui n'a pas compris ce qui se produisait, et qui en quelque sorte avait oublié un petit peu que les Français, au-delà de la grandeur, voulaient participer au confort, au progrès, au confort matériel, à tout ce que la Ve République, il faut bien le dire, en ces 30 glorieuses, avait mis en œuvre en termes de progrès technique, économique, social et matériel, et que De Gaulle était décalé. Je pense que De Gaulle était effectivement décalé, mais il n'était pas décalé parce qu'il était en retard, je pense qu'il était décalé parce qu'il était en avance et qu'il avait vu venir quelque chose qui était extrêmement à la fois puissant et inquiétant pour lui, c'est-à-dire une nouvelle révolution. Il ne pouvait pas savoir que ce serait exactement la révolution numérique, mais en tout cas une nouvelle révolution technologique qu'il annonce dès le discours d'Oxford pendant la guerre et sur laquelle il va revenir régulièrement dans ses discours, dans ses écrits pendant toute la Ve République. Et cela, évidemment, il le voit, il veut le mettre en œuvre avant 68, et notamment lorsque commence son second mandat, le premier pour lequel il est élu au suffrage universel, et on va trouver là, bien sûr, les idées qui tournent autour, je n'entre pas dans les détails, mais j'en parle beaucoup dans mon livre, tout ce qui tourne autour de la participation non seulement dans l'entreprise, mais d'une manière générale, une façon de concevoir la participation de la société au destin collectif. Là, il y a un point qui me paraît très important pour comprendre quelque chose qui peut paraître contradictoire chez De Gaulle. On a parlé de De Gaulle décentralisateur, on a parlé de De Gaulle dépassé. Je crois que De Gaulle n'a absolument à aucun moment envisagé de renoncer au rôle central de l'État. D'abord parce que quand on lit les Mémoires d'espoir, ensuite quand on voit de manière très détaillée la façon dont il a conçu son projet de création des régions, ce n'est pas un projet décentralisateur. Ça s'apparente plutôt à une sorte de déconcentration du plan, en quelque sorte, et véritablement, quand on regarde les choses dans le détail, ça paraît évident, et même le fameux discours en Bretagne, où De Gaulle parle en breton, qui a été, dont à titre de contradiction, l'historien Jean Lebrun, qui m'avait invité sur France Inter, a cité un extrait, c'était assez saisissant d'entendre cet extrait, on entendait De Gaulle effectivement parler en breton, mais De Gaulle expliquait aux Bretons pourquoi la Bretagne était grande. Il disait bien sûr à raison de son histoire, mais il disait surtout parce qu'elle avait statistiquement et en proportion donné plus de vie à la France en 1914 et qu'elle avait aussi consacré plus de vie, donné plus de vie à la France pendant la Seconde Guerre mondiale en proportion, dit De Gaulle. Donc en réalité, on revient toujours au destin collectif, à la nation et à l'État, au-delà de toute considération de division territoriale. Et je crois que ce serait se tromper de voir dans De Gaulle quelqu'un qui veut décentraliser. Il veut en réalité, et c'est toujours cette idée de participation au sens large, dans l'entreprise, mais aussi avec la société, cette idée que De Gaulle s'est rendu compte dès les années 60 et a mesuré qu'il fallait donner en quelque sorte un coup d'accélérateur avec 68, mais je crois qu'il l'avait compris avant même mai 68, qu'il y avait ce personnage nouveau qui était apparu, qu'on appelle la société, qu'il avait un petit peu négligé, parce que De Gaulle était tout dans l'action, tout dans l'énergie de l'État, et en réalité, il a mis en œuvre, sous la Ve République, une puissance d'action, à la fois exécutive et étatique, qui est sans précédent. La France avait une administration puissante depuis 150 ans, mais elle avait une constitution politique défaillante. Et en réalité, en 1958, De Gaulle a en quelque sorte réassorti
une puissance administrative extrêmement énergique, avec une puissance exécutive, politique, constitutionnelle extrêmement grande, et cette force incroyable dont on sent l'effet un peu tellurique dans les années 60, elle est un peu lourde à porter pour une société qui, entre-temps, en France comme ailleurs, s'éloigne de la guerre d'Algérie qui pourtant est encore toute proche, et aspire à bénéficier des produits de la croissance. Or, De Gaulle comprend qu'il faut donc parler avec la société, mais il ne veut pas renoncer à cette sorte d'énergie que l'État dispense, il ne veut pas renoncer à la puissance exécutive, loin de là, il ne veut pas renoncer à la puissance de l'administration, donc il se dit comment trouver un espace où l'État puissant pourra dialoguer avec la société. Mais une société qui l'intéresse, une société qui est celle qui est en train d'émerger, la société des entrepreneurs, la société des chercheurs, la société des syndicalistes les plus dynamiques et les plus éclairés. Et pour cela, la commune, le département, je dis ça pour Pierre Monzani, le département qui pour lui est un peu le symbole quand même de vieilles élites qui lui sont hostiles à l'époque, je dis bien, il veut dépasser ce cadre en créant un échelon supplémentaire qui est une vieille histoire en France, qui est la région, et d'où l'idée de créer ces régions qui seront en fait un espace de dialogue entre ces nouvelles forces vives qui intéressent De Gaulle et l'État. Mais un État fort et un État qui reste au cœur du dispositif. Donc je pense que c'est ça le sens de la révolution que De Gaulle veut accomplir. Il considère que la société française traverse une période de relative bien-être. Il pense que c'est, comme toujours dans la vie d'une démocratie, quelque chose de temporaire et de fragile. Il pense déjà à ce qui viendra ensuite, c'est-à-dire de nouvelles révolutions technologiques, et il pense que pour y préparer la France, il faut armer la démocratie plus solidement, et donc faire une sorte d'alliance entre l'État et la société, mais qui n'entraîne pas une diminution de la puissance de l'État. Ça, c'est très important. La société ne prend pas sa revanche contre l'État, la société devient un allié de l'État, mais pas n'importe quelle société, une société dans laquelle De Gaulle décèle des forces vives. Et pour cela, je voudrais simplement citer, c'est un document inouï, quand même, le projet de loi référendaire du 27 avril 69, où vous avez des dispositions extrêmement techniques. Je n'insiste pas, on aura l'occasion d'y revenir sur, évidemment, l'aspect qui concerne la rénovation, entre guillemets, du Sénat, mais c'est précédé d'une déclaration du général De Gaulle, président de la République, un exposé des motifs, qui commence comme ça. Comment ne pas reconnaître que si l'impulsion de l'époque transforme matériellement notre pays dans ses profondeurs, elle lui impose en même temps de changer les conditions morales et sociales de son existence. Bref, ce qui est en cause, c'est la condition de l'homme. Il s'agit donc partout où des hommes sont ensemble pour vivre, pour travailler, de rendre leur rapport plus humain, plus digne, par là plus efficace. Il s'agit que chacun, là où il fournit son effort, ne soit pas un instrument passif, mais participe activement à son propre destin. Voilà quelle doit être la grande réforme française de notre siècle. C'est presque un texte philosophique, en tout cas c'est un texte d'une portée morale et intellectuelle très profonde, et qui ouvre sur un texte qui est assez technique. Donc les Français de l'époque ont dû être relativement déconcertés dans un contexte en plus qui était très politique, avec la menace que l'on voyait peser sur le Sénat, avec le fait qu'on savait que De Gaulle était âgé, qu'il avait un successeur potentiel qui s'était déjà décidé lui-même, et donc c'était un référendum qui pouvait paraître extrêmement hasardeux, à la fois par le contenu, et puis par la portée que De Gaulle lui donnait, et qui, je pense, en 69, nous paraît aujourd'hui très, très en avance, parce que ce qu'il décrit, c'est ce que nous vivons, mais qui à l'époque devait paraître un peu décalé en un temps où très logiquement les gens aspiraient surtout à bénéficier du progrès matériel. Et, voilà. Et donc je trouve que cette sorte d'extraordinaire profondeur de Gaulle, derrière un projet très technique, parce que De Gaulle croyait beaucoup dans le côté technique des choses, et il a fait travailler son administration, il a fait travailler Jeannet sur ces sujets, et Guichard, qui ont été des artisans très, très importants de ça. Je pense que pour De Gaulle, les choses étaient assez claires, et que c'était une très grande ambition, peut-être trop grande. Et d'où, sans doute, l'échec du référendum, lié à un certain nombre de facteurs, lié peut-être à cette complexité, mais lié également, je pense, à ce côté décalé, mais pas décalé, encore une fois, au sens, il n'est plus dans le coup. Il est plutôt en avance par rapport aux choses, et je crois que
ça rend bien compte de sa perception de la politique et du temps. Alors, pour encore 2 points que je voudrais évoquer, hein, je pose un petit peu des choses sur la table, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire, à propos à la fois de ce référendum et de ce qui l'a précédé. Ce qui est frappant aujourd'hui, je trouve, c'est justement, on a eu souvent l'impression, j'ai entendu dire moi-même, il y a un certain nombre d'années, par des gens qui avaient connu De Gaulle à cette époque, qui n'étaient plus les mêmes, etc. Ce qui est frappant quand même, c'est l'unité quand même de sa vision, le fait, j'ai parlé du discours d'Oxford, l'unité de sa vision et le fait que pour lui, la démocratie est fragile, et ça on en trouve, la démocratie fragile et doit être armée en permanence, ça on en trouve la démonstration presque littéraire dans le bon sens du terme, et presque théâtrale dans le bon sens du terme, dans son premier livre, que Hervé Guémard a préfacé dans sa réédition, La discorde chez l'ennemi, où il y a déjà tout en réalité, cette idée qu'il faut armer en permanence la démocratie, que la loi dans laquelle elle doit, le climat dans lequel vit une démocratie peut être temporairement heureux ou tranquille, mais qu'en réalité, la vraie réalité, c'est que la démocratie est confrontée en permanence aux dangers et aux risques de crise. Et donc, ça éclaire, je pense, à la fois toute sa carrière, toute la façon dont il a conçu les différents moments de son existence, et ses différentes initiatives, en 40, en 44, 45, en 58, et sous la Ve République, et 69, à mon avis, est parfaitement dans la continuité de cette vision de l'existence, de la démocratie et de l'homme, du citoyen, de l'individu, aux prises avec des formes d'asservissement qui peuvent revêtir de nouvelles allures, et y compris celle du progrès. Et donc je voudrais insister d'abord sur cette unité profonde d'une vie. Le deuxième élément qui est frappant aussi dans à la fois cette dernière année et le contenu du référendum, c'est cette foi quand même extrêmement puissante et qui aujourd'hui déroge un peu au climat général depuis 30 ans dans l'État. L'État qui pour lui n'est pas d'ailleurs seulement l'administration, mais c'est l'articulation entre les institutions politiques et les institutions administratives. Cette foi dans l'État, De Gaulle n'y a absolument pas renoncé, elle continue de l'animer, et si vous lisez ou relisez les Mémoires d'espoir, vous verrez que ça reste tout à fait au centre. Il y a aussi le rapport à la démocratie. Ce qui frappe De Gaulle dans l'effondrement allemand de 18, notamment lorsqu'il relate le retournement complet d'Hindenburg et de Ludendorff, qui après avoir menti à tout le monde sur la situation réelle, vont dire aux politiques débrouillez-vous, démerdez-vous, je n'osais pas le dire. Pour De Gaulle, qui ensuite va voir 40, il va voir toute la suite, je pense que c'est fondamental, et ce que De Gaulle combat par-dessus tout, c'est quelque chose qui en politique est très répandu, c'est l'art de la défausse. Et ce référendum, c'est quand même le contraire de l'art de la défausse. C'est quand même une prise de risque colossale. Je ne crois pas qu'il est destiné à réassurer sa légitimité, parce que sa légitimité n'était pas en cause. D'abord dans les sondages qui à l'époque avaient déjà une certaine fiabilité, il restait à un niveau élevé. Ensuite, vous n'ignorez pas qu'il avait une majorité législative très, très large, même si pour lui, ce n'était pas un critère suffisant. Mais il voulait en fait certainement une nouvelle légitimité pour ce qu'il voulait faire dans le peu de temps qui lui restait. Et je pense que c'est aussi, ce référendum est une illustration de la conception gaullienne du pouvoir. Et simplement donc cette idée que le temps de la démocratie est toujours un temps difficile, qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il ne faut jamais laisser le corps sans armure, pour reprendre cette expression. J'en ai trouvé, j'ai isolé 3 ou 4 citations sur lesquelles je vais terminer ce petit parcours très rapide avant de céder la parole à Alain. Parce que je trouve que ce sont des citations qui expliquent beaucoup de choses. La première est de De Gaulle lui-même. Elle est dans l'Appel, premier tome des Mémoires d'espoir. On dit toujours que De Gaulle n'a jamais défini le gaullisme. Si, il l'a défini. Il y a un passage dans les Mémoires d'espoir, dans les Mémoires de guerre, les Mémoires de guerre, dès 54 où il le définit. Il fait le portrait de Jean Moulin, et je vous lis ce passage. C'est un portrait de Jean Moulin, et c'est sans doute aussi un autoportrait. Rempli jusqu'au bord de l'âme de la passion de la France, convaincu que le gaullisme, entre guillemets, devait être non seulement l'instrument du combat, mais encore le moteur de toute une rénovation, pénétré du sentiment que l'État s'incorporait à la France libre, il aspirait aux grandes entreprises. L'État devait toujours s'incorporer à la réalité des choses, parce que c'était l'élément de permanence, c'était l'action dans la durée, et le combat n'était pas tout,
mais il fallait aussi la rénovation. Il y a une formule, je crois que c'est dans le fil de l'épée, où il dit que c'est l'effort constant de rénovation, c'est la substance des choses. Donc première citation. Ensuite, une autre citation qui n'est pas de De Gaulle, et qui est de Jean-Marie Domnac, dans la revue Esprit, juste après la mort de De Gaulle, où Domnac dit on ne comprend rien à De Gaulle si on se réfère aux valeurs de manière banale, comme on le fait souvent en France. Déjà en 70, Domnac le dit. Pour De Gaulle, dit Domnac, les valeurs ne se disent pas en termes de moralisation, mais d'action. C'est-à-dire, et sans ça c'est un digne disciple du cardinal de Richelieu, les bons sentiments, la référence aux valeurs ne suffisent pas, il faut agir et protéger ce corps sans armure qu'est le pays et qu'est la démocratie. Et une autre formule que j'ai notée également, la troisième je crois, c'est toujours dans la même revue, Stanley Hoffmann, qui en 70 parle à propos de De Gaulle d'humanisme tragique. Humanisme tragique. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et je trouve ce qui ressort, c'est un peu là-dessus que j'ai terminé mon livre, ce qui ressort le plus, enfin pour moi, ce qui est ressorti le plus de cette étude de la dernière année, c'est l'humanité de De Gaulle, parce que c'est pas quelque chose dont on parle fréquemment, parce que c'est quelqu'un qui ne cherchait pas spécialement à se faire aimer, c'était pas son sujet numéro un, c'était quelqu'un qui était dur, impitoyablement exigeant vis-à-vis des autres, comme il l'était de lui-même, mais il y a comme une humanité profonde chez cet homme qui est conscient qu'il lui reste peu de temps, qui est conscient que de grands dangers se profilent à l'horizon, et les 40 ou 50 années qui ont suivi ont montré à quel point il avait raison, qui est conscient que c'est la crise et non pas la quiétude qui est le mode de vie normal de démocratie. Cet homme a voulu, dans une sorte d'effort ultime, tenter de parfaire son œuvre qui lui paraissait subitement beaucoup plus fragile qu'il ne l'avait pensé, puisque beaucoup de choses avaient failli s'effondrer en 68 et qu'il avait le sentiment que c'était quelque chose que ses successeurs ne partageaient pas spontanément, parce qu'il était dans un mode de pensée qui était très différent, où les divisions du temps étaient abolies. Il n'y avait pas le passé, le présent et l'avenir. Il y avait quelque chose comme une histoire qui vivait, qui régénérait de manière constante le présent. C'était un bon lecteur de Bergson. Voilà. Tout mon propos était simplement de faire comprendre que cette dernière année n'est pas une année anodine, ni une sorte de perte de contrôle des choses, comme De Gaulle le dit à François Gogel quand il le reçoit à la Boisserie fin 69, en 68, je me suis ressaisi et j'ai ressaisi la France. Il y a cette volonté incroyable chez cet homme âgé, attaqué, pourtant il y a quelque chose de profondément humain et démocratique chez cet homme qui remet en jeu tout dans un référendum qu'il aurait pu gagner, après tout, parce qu'il veut ressaisir les choses et parce qu'il sent que de grands dangers arrivent, que même s'il lui reste peu de temps, eh bien, il faut lutter. Et je pense que ça éclaire, je le crois, enfin, c'est ma conviction, de manière différente, cette dernière année. Voilà, c'est un survol qui est déjà... J'ai déjà dépassé même les 15 minutes que je m'étais attribué avant que Alain prenne le relais. Voilà. Très bien. Alors, je vais dire quelques mots sur le livre d'Arnaud Tessier. D'abord, en le remerciant vivement de m'avoir convié à discuter de ce livre très stimulant, ce qui nous permet aussi de prolonger des discussions que nous avons. Et je voudrais dire tout d'abord que, alors, c'est l'impression du lecteur que je vais donner. D'abord, la première remarque que je voudrais faire, c'est que ce livre n'est pas seulement une analyse historique de la dernière période de la vie du général de Gaulle, après mai 68 et jusqu'à son décès. Ce n'est donc pas simplement une analyse des raisons de son action à la tête de l'État après les événements de mai 68. C'est aussi, moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi une belle réflexion à la fois philosophique et par moments poétique sur l'art de gouverner, de la part d'un chef illustre à une période délicate de l'histoire contemporaine française.
Et il y a je trouve, de très belles pages, parfois émouvantes. Alors bien sûr sur les institutions, mais surtout sur le retrait du pouvoir, le voyage en Irlande, le voyage en Espagne, les relations quand même difficiles, tumultueuses entre le monarque et son dauphin Georges Pompidou, les testaments du général aussi, et puis je trouve dans ce livre un peu cet éclairage historique qu'Arnaud Tessier aime bien donner, cette large perspective historique qui part de l'Ancien Régime, et il y a des comparaisons, tu l'as dit tout à l'heure, avec Richelieu, et puis aussi cette comparaison de la monarchie gaullienne avec, par exemple, la conception de la monarchie républicaine exposée par Roederer en 1835. Alors, dans ce livre, il me semble qu'il y a deux thèses qui sont exposées, d'ailleurs qui sont exposées de manière concomitante dans l'ouvrage. La première, je ne vais pas y insister parce que cela a déjà été un peu dit. La première qui est centrale, c'est de dire que les réformes qui ont été voulues par le général, notamment dans le projet de loi constitutionnelle et le projet de loi organique soumis au référendum en avril 69, ces réformes ne sont pas fortuites, ne sont pas purement circonstanciées, même si on voit bien qu'il s'agit de réagir d'une part à mai 68, d'autre part sans doute aussi de régler un peu ses comptes avec le Sénat. Ce que je trouve, et c'est original, c'est de dire que cette réforme, en tout cas ces projets de réforme de 69, c'est un aboutissement de la pensée gaullienne que l'on trouve très tôt chez lui, que l'on trouve par certains côtés dès le discours de Bayeux en 1946, et qui vise, cela a été dit, à renforcer l'autorité de l'État, et avec cette idée que la conviction du général, c'est à l'État, à la res publica, de conduire et d'encadrer la société, et non à la société, fruit d'intérêts particuliers, divergents, de s'imposer à l'État. Et on voit bien en quoi c'est une réaction peut-être très verticale, une réaction à 68, où on voit bien le mouvement de la société, le mouvement ascendant, et le référendum de 69, c'est une réaction à ça. La seconde thèse du livre, qui n'est pas sans lien avec la première, et que cela est très bien dit dans l'ouvrage, et que les institutions de la Ve République, après le départ du général, ne se sont pas adaptées à la modernité. Elles ont simplement dévié de leur trajectoire à partir des années 1980 pour finalement perdre tout lien substantiel avec leur esprit originel. Autrement dit, la décentralisation, les mouvements de décentralisation à partir des années 80, les cohabitations, le quinquennat, ce sont des éléments de déviance des institutions par rapport à leur esprit originel. Et à lire attentivement l'ouvrage, on se dit que rétrospectivement, l'échec de 69 est vu par l'auteur du livre un peu comme le premier indice du déclin, voire de la décadence de l'État. Ce qui donne à cet ouvrage un ton parfois nostalgique et en tout cas mélancolique. Il y a je trouve parfois un peu de mélancolie dans l'ouvrage, mais qui se comprend aussi, vu que ce sont les derniers mois aussi du général qui sont décrits. Alors, le référendum de 69, c'est évidemment la grosse affaire du livre. On trouve dans cet ouvrage un certain nombre de développements stimulants et originaux, à partir encore une fois de cette idée centrale que le contenu du projet soumis à référendum n'est pas accidentel, même si c'est une réaction à 68, il s'inscrit quand même pleinement dans une pensée gaullienne qui a fait l'objet d'une maturation depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. Alors moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, justement, dans le contenu de la réforme, c'est d'abord tout ce qui est dit sur tous les développements sur la montée en puissance de la région, qui en réalité apparaît dès la Deuxième Guerre mondiale, qui est poursuivi sous la Quatrième République, puis par le général de Gaulle, avec cette conviction que l'on voit apparaître que la région est un échelon à privilégier par les politiques publiques, notamment en matière d'aménagement du territoire. Et il y a également cette précision que la régionalisation voulue par De Gaulle est moins une décentralisation, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, qu'une sorte de déconcentration déguisée, en tout cas un transfert de compétences à de nouvelles régions, mais à des régions fortement encadrées par l'État,
dans le souci de renforcer l'efficacité de l'État, avec cette idée que ce sont les préfets qui vont être les exécutifs des régions, ce qui est d'ailleurs la vision de la décentralisation de l'époque aussi. Ça, c'est pas très, très original. Alors, autre développement, je trouve très stimulant, c'est tout ce qui est dit sur la participation, qui est une idée à laquelle tient particulièrement le général, et qui prend, là aussi cela a été dit un peu, mais en réalité il y a deux volets dans la participation. Il y a la dimension, il y a tout le volet lié aux entreprises, participation aux décisions des entreprises, participation à la gestion, participation au profit. C'est en réalité une prolongation du principe de participation tel qu'il est prévu dans le préambule de 46, en réalité, et qui a été inséré dans le préambule de la Constitution de 58, et qui a fait d'ailleurs, à l'époque, l'objet de textes législatifs. Je rappelle la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, où il y a tout un débat sur la participation, l'ordonnance du 17 août 1967 aussi, et on sait que à ce moment-là, il y a des gaullistes de gauche importants, René Capitan, Louis Vallon, qui ont joué un rôle dans ce débat. Il y a le volet lié aux entreprises, donc de la participation qui est abordé dans le livre, et puis il y a le volet relatif aux institutions, qui est un des cœurs, si l'on peut dire, du projet de référendum, avec ce Sénat comme chambre de représentation professionnelle, et ces régions qui vont être composées notamment de conseillers régionaux socio-professionnels. Et ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est que je reprenais le projet de 69, sur les régions, certains membres des conseillers régionaux sont également des conseillers généraux. Autrement dit, on trouve des éléments de la réforme Sarkozy 2010 sur les conseillers territoriaux, avec cette double appartenance à la fois aux conseils généraux et conseils régionaux. Comme quoi, voilà. Et puis après, il y a la réforme de 72 sur l'établissement public régional. Bon. Autrement dit, c'est un texte qui, par évidemment un certain nombre d'aspects, est quand même très novateur et très prospectif, on va dire. Dans le livre, il y a également, toujours sur ce référendum de 69, je trouve qu'il y a une thèse aussi originale en expliquant que, et je trouve qui me paraît assez bien fonctionner, qui considère que le référendum de 69 a été organisé par De Gaulle pour sauver la Constitution. Cette hypothèse, elle est séduisante, et je dirais de même pour sauver son septennat, avec cette confession de Gaulle à Jean Mauriac, qui doit dater de 69, fin 69, je cite, De Gaulle dit à Jean Mauriac: « Je me serais bien passé d'un référendum, mais j'avais le choix entre ne rien faire du tout, durer jusqu'à la fin du septennat et faire ce que je crois devoir faire. Si par bonheur nous obtenions la majorité absolue, l'avenir de la Ve République serait assuré. » Je trouve que j'avais le choix entre ne rien faire du tout, durer jusqu'à la fin du septennat et faire ce que je crois devoir faire. Ça résonne quand même d'une grande actualité quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui. Alors je voudrais, juste pour terminer mon intervention, que j'ai voulu vraiment très très courte, faire 3-4 remarques, 4, qui seront autant de questions pour commencer le débat. Et pour un peu interpeller l'auteur du livre. La première remarque que je ferai, c'est que je trouve que dans le livre, il y a un exposé, alors, tu l'as dit déjà, cette importance que De Gaulle accorde à l'État, mais un exposé, je trouve, très laudateur sur les réformes en matière administrative de Gaulle dès 1964, c'est-à-dire la fameuse réforme, les fameux décrets de 64 qui sont sur la réforme de l'État, qui sont un peu à la constitution administrative, ce que la réforme de 58 est à la constitution politique. Simplement, à y regarder de près, ces réformes de 64, est-ce qu'elles n'ont pas été déjà aussi quand même un échec, en tout cas un épuisement du modèle administratif très hiérarchisé, finalement qu'on va retrouver quand même aussi dans la réforme de 69, modèle administratif qui ne prend pas suffisamment en compte les acteurs de terrain et leur capacité de résistance.
et notamment la résistance des notables territoriaux. Bon, je sais que Arnaud Tessier connaît ça très très bien, mais toute la littérature de la sociologie de l'État à l'époque, Pierre Grémion, Le pouvoir périphérique, les ouvrages de Michel Crozier, On ne change pas la société par décret, La société bloquée, qui inspira, comme s'il est dit dans le livre, Le mal français de Perfit. Tous ces livres viennent quand même, à la fin des années 60, début des années 70, déjà éclairer quand même les limites quand même de cette volonté de renforcer l'État de manière très verticale. Et finalement, le projet de réforme des régions de Gaulle en 69, est-ce qu'il ne vient pas, d'une certaine manière, pérenniser ce modèle institutionnel très vertical qui a déjà montré ses limites, en tout cas tel que les sociologues de l'État nous le montrent. C'est une interrogation que j'ai, et je voudrais bien que tu puisses répondre, puisse me dire un peu de ton sentiment. La deuxième remarque que je ferai, alors c'est sur le référendum. Le livre dit bien que, en réalité, c'est une affaire qui a été quand même pas très bien préparée, avec du point de vue de Gaulle, cette malencontreuse annonce de Pompidou qui, début 69 à Rome, dit qu'il est disponible pour une future élection présidentielle, ce qui évidemment pouvait accréditer les opposants au référendum et à De Gaulle, de dire bon ben voilà, on a un successeur tout trouvé. Mais au-delà de ça, et ça a été un petit peu suggéré dans l'introduction que tu as faite, le projet en lui-même n'est-il pas mal rédigé, voire tout simplement le projet soumis à référendum, si je puis m'exprimer ainsi, un peu mal fichu. En particulier, n'y a-t-il pas une contradiction, d'une part à avancer l'idée de la participation, c'est-à-dire à vouloir renforcer l'assise du Sénat en lui confiant une représentation socio-professionnelle, en insistant sur la représentation des collectivités locales, et donc en voulant mettre l'accent sur l'importance de la société, y compris dans l'État, et de l'autre, présenter le Sénat qui va avoir cette nouvelle assise, si on peut dire, sociologique, et en même temps présenter le Sénat comme étant désormais une assemblée non pas décisionnaire, mais simplement consultative. Autrement dit, n'y a-t-il pas, dans le fond de cette question posée aux Français en 69, n'y a-t-il pas une sorte de contradiction, c'est-à-dire d'un côté de dire oui, il y a une apparence de représentation qui est donnée à la société, au corps intermédiaire dans les institutions, et de l'autre, on refuse finalement que cette représentation de la société, elle joue un quelconque rôle, puisque le Sénat, il aura simplement une fonction consultative. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction interne dans le projet? Et c'est un petit peu ce qui m'est venu, aussi en lisant cet ouvrage. Troisième observation, et troisième et quatrième observation porteront un peu sur les hommes et sur les relations de De Gaulle avec certains acteurs. Alors, le premier qui m'est venu, c'est René Capitant. Parce que, et je trouve que la figure de Capitant, qui, je le dis alors, en tant que professeur de droit public, pour moi, René Capitant est le plus grand constitutionnaliste de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un auteur très puissant, très important. Un peu méconnu parce qu'il n'a pas laissé un grand traité de droit constitutionnel, mais il avait d'autres choses à faire. Mais c'est un auteur extrêmement important. Et Capitant, dans le livre, est cité surtout dans le rapprochement intellectuel de De Gaulle avec Carl Schmitt. Ce qui me paraît alors séduisant du point de vue intellectuel, mais un peu sulfureux, et pas évident. Alors je sais que René Capitant, il y a des textes de René Capitant sur le président de Weimar, de la République de Weimar, des textes de 1932, où Capitant décrit le président de la République de Weimar vu à travers les yeux de Schmitt, qui lui-même les voyait à travers Benjamin Constant et Guizot, le pouvoir neutre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose du rôle du souverain, et du souverain qui pourrait annoncer peut-être le souverain de 58. Seulement, je me demande, en l'espèce en 69, si la référence Capitant, Schmitt et Schmitt-De Gaulle est la plus opportune. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est une question que je me pose. Et surtout que Capitant, à l'époque,
qui est garde des Sceaux. Le Capitan qui nous intéresse, enfin moi qui m'intéresse plus à cette époque, c'est le Capitan de la participation. Alors j'ai un élève qui a fait un mémoire de recherche, je vois qu'il est ici, un mémoire de recherche tout à fait remarquable sur Capitan et la participation. Et on voit que René Capitan a été très actif dans ces affaires-là, notamment dans les débats sur la loi 66, sur l'ordonnance de 67. Et je trouve que voilà, tu insistes pas beaucoup, alors peut-être y avait-il une raison. J'ai trouvé notamment dans ce mémoire un échange entre René Capitan et un journaliste d'Europe 1 au moment du débat de la loi 66, et le journaliste lui dit mais quel est votre lien avec le général de Gaulle sur ce projet de participation? Avez-vous la caution personnelle du général? Réponse de René Capitan, donc on est en 66, je l'ai depuis 20 ans. Et entre mai 68, entre juin 68 et avril 69, en plus, Capitan occupe une fonction importante, il est quand même garde des Sceaux. Donc voilà, est-ce qu'on a des traces un peu des échanges de René Capitan et de Gaulle dans ces derniers mois? Parce que, voilà, encore une fois, Capitan, avec Louis Valence, c'est l'homme de la participation. Et il me semble que c'est ça qui est vraiment important à l'époque, il me semble, plus que la dimension schmittienne, même si, encore une fois, je suis d'accord avec toi, il y aurait certainement quelque chose à creuser, là encore, sur ce point, mais peut-être pas sur cette période-là. Dernier élément, alors c'est une autre relation, alors c'est les relations de Gaulle avec Pompidou. Alors, les développements qui sont consacrés dans le livre entre les relations entre De Gaulle et Pompidou sont passionnants. Simplement, le portrait qui ressort de Pompidou dans le livre est un portrait que je trouve très sombre, comme si finalement on avait surtout le regard de Gaulle sur Pompidou. C'est la vision du général qui semble privilégiée. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu l'interprétation un peu loin, mais à lire le livre, on a plutôt l'impression que Pompidou est moins l'héritier de la vision gaullienne que peut-être le fossoyeur de cette vision. Puisqu'on a l'impression que c'est à partir de ce moment, à partir de son entrée en fonction à la présidence de la République, en 69, que ça commence un peu à... Voilà, que les institutions de la 5e commencent un peu à décliner. Voilà, alors, je vois bien, enfin, les positions, notamment les positions politiques des deux hommes, à lire l'ouvrage, on voit bien que les positions sont différentes. Il n'y a pas simplement la dimension psychologique, il n'y a pas simplement le fait que De Gaulle n'accepte pas, enfin, a du mal à accepter cet héritier, même si c'est peut-être le moins mauvais. Mais au-delà des questions proprement personnelles, au-delà de l'itinéraire de Pompidou, le monde des affaires, etc., on a quand même l'impression qu'ils sont sur des positions politiques très différentes. Et pour refaire la comparaison avec Capitan, De Gaulle paraît plus proche de Capitan politiquement que de Pompidou en 69. Et d'ailleurs, on sait qu'une des raisons essentielles du désaccord très fort entre Capitan et Pompidou, c'est sur la dimension, justement, notamment de la participation. Voilà. Et puis, alors, pour terminer, sur Pompidou, il y a des pages dans le livre qui sont... Moi, je ne connaissais absolument pas cet échange entre Pompidou et Édouard His sur l'Europe et la confidence hallucinante, enfin que je trouve hallucinante de Pompidou à His, qui dit, alors c'est le juriste qui parle, mais pour que l'Europe fonctionne, il faut abandonner le droit continental et il nous faut le common law. Comme si Pompidou devenait une sorte de partisan du mondialisme anglo-saxon, avec cette défense du droit du common law. Donc, encore une fois, le portrait qui ressort de l'héritier est un portrait quand même assez noir, comme si, d'une certaine manière, c'était le général qui parlait. Et puis, alors, je ne peux pas m'empêcher, pour terminer, parce que il y a des pages, encore une fois, magnifiques, il y a un certain nombre de références que tu donnes, littéraires, alors notamment
enfin de certains auteurs, de certains écrivains qui ont été hostiles. Je pense par exemple à Gabriel Maznev, très hostile ou Morand, Paul Morand, très hostile à De Gaulle, et qui dès lors qu'il part disent voilà, on va maintenant le regretter. Et puis sur la grandeur, parce qu'il faut terminer par là, et c'est là où bon, quand on lit ça, on se dit que, enfin, si tant est besoin qu'il fallait en être persuadé, mais que voilà, De Gaulle c'est un personnage d'une autre dimension. C'est page 217, note 8, quand tu cites l'échange entre De Gaulle et l'ambassadeur de France en Irlande, Emmanuel Darcourt, et De Gaulle, c'est l'anniversaire du 18 juin en 69. De Gaulle répond à l'hommage de l'ambassadeur: il est bien que ce soit vous qui l'évoquiez aujourd'hui. Vous êtes honoré en ce jour car vous êtes Darcourt et vous vous adressez à De Gaulle. Et je suis honoré car je suis De Gaulle et vous êtes Darcourt. Silence. Et De Gaulle ajoutant: évidemment, nous pensons à la France. Et voilà, dans toutes ces pages, et notamment à la fin, je trouve que la grandeur du personnage apparaît magnifiquement. Je vais donc répondre à cette quadruple interpellation. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, un peu moins sur... on va revenir sur Pompidou, voilà. Où je trouve que je n'ai pas été si... Enfin voilà. Tu as évoqué la réforme de 64 en disant qu'effectivement, elle allait à l'encontre d'un courant d'idées, d'une vision de la société. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, mais c'est une machine technocratique qui était en marche. Et que la création de la DATAR a aussi relancé, même s'il y avait, enfin on voit quand il y a eu d'ailleurs une publication de la Fondation de Gaulle très sur Olivier Guichard très intéressante, on voit qu'un homme comme Guichard intégrait toutes ces données et ce contexte social qui était différent et ce souci de faire évoluer le système de décision. Je pense que De Gaulle quand même s'en est rendu compte parce que 68 puis le référendum de 69 et cette idée de la région qu'il développe est quand même une façon d'essayer de corriger ça à la De Gaulle, c'est-à-dire qu'il ne veut pas lâcher l'exercice de l'autorité, la capacité de décision, pas seulement du président de la République, mais du Premier ministre, de l'administration, de la puissance politico-administrative. Mais il y a quand même cette idée qu'il faut faire avec la société, qui pour lui est quand même une petite révolution, et ce qui est son côté d'ailleurs très anti-maurassien, d'une certaine manière, par rapport à la vision de Maurras, qui avait eu cette phrase terrible un jour, qui avait dit que la société se vengerait un jour de l'État qu'il avait opprimé, et ça résonne quand on voit la façon effectivement très classique dans laquelle tout ça s'accomplit dans les années 60 et paraît s'accomplir à contre-courant des courants d'idées. Il y a quelque chose, je pense, qui est très important pour comprendre ce léger décalage. Je crois que c'est la densité du temps, la brièveté du temps. Tout ça se passe sur 3, 4, 5 ans. De Gaulle sort de la guerre d'Algérie. 62, c'est la fin de la guerre d'Algérie, le petit Clamart, et les difficultés politiques, les premières contestations de ce qu'il veut faire, etc., y compris dans sa propre majorité, entre guillemets, c'est 67, il y a 4-5 ans. Il y a chez De Gaulle l'idée qu'il faut aller vite, parce qu'il a un contexte qui est favorable, qu'il a des outils qui sont très puissants, dont la France n'a jamais disposé avec une telle concentration, et qu'il faut faire vite parce que le temps presse. Le temps presse de manière globale, le temps presse pour lui. Il y a cette phrase étonnante qu'il écrit dans les années 50 où il dit « J'ai 63 ans », ce qui est jeune en réalité, mais enfin il dit « J'ai 73 ans et désormais tout va s'organiser autour de ma mort ». À mon propos, il va être question, tout va se juger à cette aune. Donc il y a cette obsession d'aller vite, et la Ve République, la République gaulienne, c'est très très peu de temps, c'est très court. Je crois que cette densité extrême explique qu'effectivement, il puisse être en porte-à-faux par rapport à des idées, des courants d'idées. Tu as cité Crozier, qui a fait d'innombrables émules. Mais enfin, bon, je ne sais pas comment dire. Elles ont vieilli, les thèses de Crozier, et puis surtout, on voit que rien n'est réglé.
Je ferai un petit correctif, enfin une petite nuance quand tu dis que pour moi la décentralisation, c'est pas la décentralisation en elle-même, c'est la façon dont elle a été conçue. C'est-à-dire une forme de décentralisation par atomisation du pouvoir et non par restructuration du pouvoir. Je pense que c'est la conception de la décentralisation qui a été faite, en fait, dans un esprit, dans les années 80, hostile à la Ve République et à la façon dont la Ve République fonctionnait. Et je pense que c'est cette décentralisation-là que De Gaulle craignait. Voilà. Donc, c'est vrai, mais je pense que ça s'explique par la densité, la brièveté du temps, et par le fait aussi que De Gaulle veut aller vite, mais il me semble qu'il l'a senti, et que la dernière année prend en compte ça. Alors, prend en compte, encore une fois, la De Gaulle, c'est-à-dire, on sent dans les discours, on sent dans la façon dont il parle de tout cela, qu'il fait des concessions. Il y a cette formule étonnante où il parle des besoins et des désirs de la société. Les besoins et les désirs, qu'il faut prendre en compte les besoins et les désirs de la société. Il sait que c'est une nécessité. Mais enfin, on ne peut pas dire que c'est l'enthousiasme. Parce que pour lui, les besoins et les désirs ne sont pas les choses qui doivent passer au premier plan. Et je renvoie des extraits, ça sera publié bientôt dans Espoir, l'extraordinaire relation par François Gogel de son voyage à la Boisserie à la fin de 69, où De Gaulle s'enferme dans son petit bureau avec lui pour lui dire en 20 minutes ce qu'il a voulu faire. Et De Gaulle dit tout. Donc cette question finalement de la densité des choses et des exigences que De Gaulle mettait vis-à-vis de la société, vis-à-vis du peuple français, est très bien expliquée. Deuxième point, une affaire pas très préparée, c'est certain. Ça a été dit par Bernard Tricot, repris par Perfit, contrairement à la tactique habituelle de Gaulle qui prépare assez en amont et puis qui agit très vite. Là, il était obligé de brusquer les choses. Mais en fait, c'est un processus qu'il avait engagé avant, et je pense que c'est 68 qui l'a obligé à faire ça. 68, le temps qui passe, les phénomènes de politique intérieure, le Pompidou à Rome, il y a un certain nombre de facteurs, les réticences au sein même de l'entourage de De Gaulle pour beaucoup de choses qu'il veut faire, l'incompréhension que son entourage éprouve quelquefois pour son projet, parce qu'il l'explique peu, parce que tout ça est une sorte d'intuition qu'il exprime d'une manière un peu baroque, comme dans le passage que je citais en préface, qui est l'incroyable exposé des motifs du projet de loi référendaire. Je pense que ça explique pourquoi effectivement tout ça a été préparé un peu à la va-vite. Il y a eu des erreurs. De Gaulle a certainement commis des erreurs tactiques. Mais il y a quand même une préparation technique du projet qui est assez forte avec Jeannet. Il y a des récits par Jean-Marcel Jeannet de ses échanges avec De Gaulle. On voit que De Gaulle, d'ailleurs, laisse aller assez vite, mais dès qu'il voit que quand même on risque de donner trop de pouvoir aux élus, ou dès qu'il voit qu'on veut faire apparaître des notions nouvelles comme territoire au pluriel, là, il dit non, la région n'a pas de territoire, c'est une portion de l'État. Du territoire, il n'y a qu'un seul territoire, et il y a une déclinaison régionale. Tout ça est intéressant. Donc on voit quand même techniquement, ça a été assez préparé, mais je crois qu'il y a un décalage entre le côté très technique du projet de loi référendaire et le propos, l'intention de De Gaulle, et que ça fait assez lourd. Même si, encore une fois, finalement, il n'est pas passé si loin du succès. Alors évidemment, il y a le Sénat. Et le Sénat introduit un élément perturbateur dans tout cela, parce que beaucoup de gens, j'en ai parlé, des gens qui ont voté à l'époque, qui disaient que quand même on craignait que De Gaulle, qui avait déjà beaucoup de pouvoir, ne veuille éliminer politiquement le Sénat, et que ça fasse encore plus de pouvoir. Et ça a joué très fortement chez beaucoup de gens. Ça a pu faire peser dans le sens du non. Et De Gaulle, certainement, avait une intention vis-à-vis du Sénat qui n'était pas liée qu'à la participation. Je pense qu'il y avait une volonté, parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, on ne dirait pas la même chose d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une conversation qu'on a souvent avec Frédéric Fogassi, c'est à l'époque quand même, le Sénat est porteur d'une opposition structurelle à la Constitution de la Ve République, qui est jeune et faiblement établie. Le Sénat, c'est l'adversaire. Et on le verra d'ailleurs avec ce qu'Alain Poher fera pendant ces deux intérims. Enfin, je veux dire, c'est pas
c'est pas un danger en l'air. Donc, mais c'est vrai que ça alourdit les choses, ça a fait une affaire très, très complexe, qui fait que le référendum était un plat peut-être un petit peu indigeste et que l'entourage de De Gaulle était un peu inquiet. Mais je crois que ça ne se comprend que parce que De Gaulle voulait absolument cet nouvel élan de légitimité pour ce qu'il voulait faire. Il n'est quand même pas passé loin, encore une fois, malgré tous ces obstacles, malgré l'âge, malgré le fait qu'il y avait un côté pour ou contre De Gaulle, il n'est quand même pas passé loin. Et il a eu, je crois que c'est Gogel qui le rappelle. D'abord, De Gaulle lui dit en 69, quand il revient là-dessus, quand même, il dit en avril 69, il n'y a jamais eu autant de gaullistes en France, quand on regarde le nombre de gens qui ont voté oui. Et puis Gogel rappelle qu'en pourcentage des inscrits, c'est important comme critère de démocratie, le pourcentage des inscrits, il a eu 37,5% des inscrits, ce qui est un score qui n'a jamais été égalé dans aucune élection sous la Ve République par aucun de ses successeurs, et qui était strictement ce qu'il avait obtenu en 65. Voilà. Mais tu as raison, mais je pense que le projet n'était pas si mal rédigé que ça, simplement, c'était quelque chose d'un peu baroque, comme le dit Cohn-Bendit d'ailleurs, en disant que De Gaulle est un personnage baroque et que Gaulle est baroque. Il est baroque parce que De Gaulle est en avance, il n'est pas baroque parce qu'il est dépassé. Alors, troisième aspect, tu as parlé des hommes et de René Capitan. Alors, je pense qu'il y a un petit malentendu entre nous, on a souvent cette discussion. Je ne dis pas que De Gaulle est un disciple de Schmitt, même il est possible qu'il l'ait lu, il était germaniste, et il y a toute une œuvre de Schmitt qui est bien antérieure à la période nazie, qui est contemporaine, tu sais mieux que moi, qui est contemporaine de Weimar, où Schmitt analyse les faiblesses de la République de Weimar. Je dis simplement que De Gaulle est un personnage schmittien, c'est-à-dire que c'est la description du personnage que Schmitt décrit dans ses écrits des années 20, qui est celui, alors Théologie politique 1922, il refera un texte en 69, et Schmitt décrit comme celui qui décide de la situation de crise. Et il y a un portrait du chef démocratique qui doit protéger la démocratie contre ses propres faiblesses, qu'il y a dans les écrits de Schmitt de cette époque, qui, à mon avis, donne une image assez intéressante, qui est un peu je pense plutôt que c'est un personnage schmittien. J'ai parlé de Capitan parce qu'il y a des interférences quand même, effectivement, et notamment les liens que Capitan a eu avec Schmitt et les relations qu'ils ont eues dans les années 30, et puis l'influence dont on dit que Capitan a pu ressentir de la part de Schmitt. Mais je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que là, je veux dire surtout que De Gaulle est un personnage schmittien au sens de la démocratie peut être quelquefois sa pire ennemie lorsqu'elle n'a pas les moyens, lorsqu'elle fournit les armes à ses adversaires. Et De Gaulle n'a pu manquer d'être saisi par ce qui s'est passé avec Weimar, ce qui s'est passé avec la Troisième République, puis ce qui a failli se passer ensuite indéfiniment dans l'histoire de France. Et je pense que c'est cette conception de la fragilité de la démocratie, ensuite, voilà. Donc, je ne pense pas être sulfureux. Je sais que citer Schmitt, ça peut paraître sulfureux, mais Schmitt est un personnage. Enfin, j'en parlais récemment avec quelqu'un qui est intervenu à notre colloque en septembre, qui est le maître français du droit social, qui est Alain Suppiot, qui n'aime pas beaucoup la pensée de Carl Schmitt, mais qui dit que le Nomos de la Terre est un très grand texte, et Schmitt a une influence sur des juristes qui n'étaient pas du tout... donc il y a eu toute une histoire de Schmitt, personnelle de Schmitt. Là, je pensais vraiment au De Gaulle personnage schmittien, plus que disciple de Schmitt, et puis surtout dans le contexte des années 20, qui est celui de la discorde chez l'ennemi, de la fragilité des démocraties, du corps sans armure, en quelque sorte. Et puis de cette idée que l'état de crise, une démocratie a besoin de savoir percevoir l'état de crise et traiter l'état de crise. Un des éléments qui m'a le plus frappé, c'est une phrase du Mal français, où Alain Peyrefitte, c'est plusieurs années après la mort de De Gaulle, c'est pas à l'époque de Pompidou, où Alain Peyrefitte donne dans un registre qui lui était familier, qui est la dénonciation du centralisme français. Il dit « Toute notre suradministration, tout notre centralisme hiérarchique procède d'une confusion inconsciemment mais obstinément entretenue
entre les circonstances extraordinaires où l'autorité doit être une et circuler sans obstacle de la tête aux membres, et la vie ordinaire où ce système de commandement n'étant rien nécessaire devient débilitant. Il y a cette formule étonnante de Perfit qui la définit comme une critique, qui est à mon avis la définition même du gaullisme. L'État s'est toujours conduit comme si l'ordinaire n'était qu'une forme atténuée de l'extraordinaire. Je crois que c'est précisément ça la conception de Gaulle, c'est que il faut toujours se comporter quand on gouverne une démocratie comme si l'ordinaire n'était qu'une forme atténuée de l'extraordinaire. Et ce malentendu avec Perfit, à mon avis, est la matrice de nombreux malentendus qui ont suivi. Ce qui m'amène par une transition éblouissante à Pompidou, au rapport entre De Gaulle et Pompidou, parce qu'effectivement, il y a le passage d'un âge à un autre, mais moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait un tableau si noir de Pompidou. Je crois qu'il y a eu un malentendu entre deux hommes qui n'avaient pas la même vision de la société, qui n'avaient pas la même perception de la société. De Gaulle, c'est Péguy. Donc, c'est cette idée du drame, du progrès qui recèle ses menaces. Pompidou ne voit pas les choses de la même manière, il voit les choses de manière plus optimiste, ou plus... les peuples heureux n'ont pas d'histoire, et De Gaulle, comme Péguy, dit si, les peuples heureux ont une histoire, et de toute façon, ils n'ont pas le choix, parce que l'histoire, la tragédie, c'est le lot des grands peuples, et un grand peuple ne peut pas se passer d'histoire. Et je pense que c'est là qu'il y a un malentendu profond entre eux, qui s'est compliqué d'un malentendu lié à l'affaire Markovitch et à la candidature annoncée de Pompidou, et qui a conduit à une détérioration de leurs relations. Mais ensuite, si tu relis bien, je montre que Pompidou, d'abord, il me semble, mais ça c'est un point à creuser, que Pompidou est revenu vers De Gaulle de ce point de vue-là quand il était président de la République, et ça commence dès 70. Lorsqu'il est président de la République depuis un an, il va faire un discours qui est sur le site de l'Institut Georges Pompidou et qui est un texte peu connu. Pompidou va faire une intervention devant le Conseil d'État absolument étonnante, où il dit, je résume, j'en parle dans le livre, je résume à grands traits, mais avec le recul de 50 ans, bientôt 50 ans, c'est assez saisissant. Il dit au Conseil d'État, voilà, vous avez érigé au fil des décennies tout un système juridique pour la défense des droits de l'individu. Vous avez bien fait, parce que l'État était fort, etc., etc. Mais nous entrons dans une nouvelle période où il y a des groupes, où l'économie va être différente, il va y avoir des groupes de pression très puissants, où l'individu va être menacé à nouveau par des forces très, très, très agissantes. Et je résume à grands traits ce qu'il dit au Conseil d'État, mais il dit en gros au Conseil d'État, préoccupez-vous toujours de l'individu, mais revenez un petit peu vers l'État, parce que l'individu, dans les temps qui viennent, va avoir besoin de l'État. Et je trouve que de ce point de vue-là, Pompidou, quand même, il renoue très vite avec une vision très gaullienne. Et puis, à la fin de son mandat, on voit qu'il y a une sorte de mélancolie, le mélancolie. Donc, je ne crois pas que ce soit un fossoyeur. Je crois qu'il y a eu un décalage entre eux, une perception compliquée par des affaires ponctuelles, des affaires un peu épouvantables qui ont dégradé leurs relations. Mais je pense qu'en fait, Pompidou, et d'ailleurs on le voit quand De Gaulle parle de lui en Irlande avec Tricot, il aime bien Pompidou, mais il sent qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il veut faire et qu'il va y avoir une sorte de décrochage. Et effectivement, le passage que j'ai trouvé dans les mémoires, on devrait relire les mémoires d'Édouard His, c'est vrai que ça ne viendrait pas spontanément à l'esprit aujourd'hui, ils n'ont pas été traduits en français, ils sont très intéressants, et il y a cet échange inouï. Et je termine là-dessus, vous dire un échange que j'ai eu avec un grand historien du droit qui s'appelle Pierre Legendre, et qui me disait, mais finalement Pompidou a peut-être compris, même s'il a exprimé maladroitement quelque chose qu'on n'a pas compris assez vite en France, c'est qu'il y avait quand même effectivement ce règne de la common law qui arrivait, qu'il y avait des forces très puissantes qui arrivaient, et qu'il fallait peut-être s'y préparer, s'y adapter, parce que de toute façon, elles allaient l'emporter avec l'arrivée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Et donc lui, il l'interprète d'une manière qui n'est pas forcément défavorable, en montrant que Pompidou, Édouard His n'a sûrement pas inventé ce que Pompidou lui a dit, il n'a aucune raison de le faire, mais il y a peut-être aussi une part de manœuvre chez Pompidou, qui voit le danger, même s'il est certain qu'il avait une vision de l'Europe et de la Grande-Bretagne un petit peu différente. Mais Édouard His raconte aussi
dans ses mémoires que De Gaulle lui avait dit un jour, quand il le voyait comme négociateur pour la Grande-Bretagne, il lui avait dit un jour vous serez sans doute Premier ministre, et un jour vous serez sans doute celui qui fera entrer votre pays dans le marché commun, avec un air très bienveillant, et De Gaulle va lui envoyer un exemplaire dédicacé des Mémoires d'Espoir, très chaleureux, quelques jours avant sa mort. Donc voilà, je pense que je n'ai pas une vision noire de Pompidou. Je pense que j'essaie de comprendre. Il y a eu une incompréhension entre eux, il y a eu des discordances. Je pense par contre que Pompidou, je termine vraiment là-dessus, comme toujours, ce sont les héritiers, quelquefois, qui déraillent, qui font dévier. Je pense que Pompidou ne déviait pas, lui, mais je pense qu'il y a une sorte de tradition, non pas pompidolienne, mais chez certains héritiers du pompidolisme, et Perfit lui-même en est l'illustration, qui ont encouragé ce dérapage que Giscard d'Estaing, d'ailleurs, lui-même évoquait dans une lettre mémorable à Philippe Séguin en 1997 sur les institutions de la Ve République qui avaient dévié de leur trajectoire. Voilà. Je rends la parole au... Je vais donner la parole à monsieur l'ambassadeur du Jon de l'Étang, qui fut un témoin de cette période. Quel souvenir vous en avez? Non, mais voilà, et après... Le Jon de l'Étang, c'est moi, mais je n'ai pas demandé la parole. Voilà, mais je vous la donne. Pardon. Je ne vais pas faire un grand speech sur cette époque, où je l'ai effectivement vécu. J'ai été chargé de mission au secrétaire général de la présidence de la République de novembre 1966 jusqu'au 27 avril 1969. Et sur l'année 69, je voudrais simplement apporter un éclairage très personnel qui est en 3 points. Premier point, il y a eu à partir de mai 68 et à partir de l'été 68, au sein de l'entourage du général de Gaulle, une atmosphère que je ne qualifierais pas de crépusculaire, parce que c'est trop fort, mais que je qualifierais d'automnale. Un sentiment que voilà, les beaux jours étaient derrière nous, que le temps était limité, que le général de Gaulle était pessimiste, il l'était beaucoup. Moi j'étais dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la cellule diplomatique, j'adore cette expression rapportée à l'Élysée de 1968, car nous étions 2 dans la cellule diplomatique, ce qu'on appellerait aujourd'hui la cellule diplomatique. Le contexte international était lui-même assez menaçant. Rappelez-vous, la crise tchécoslovaque qui s'est terminée au mois d'août 1968. Israël. Un durcissement des relations avec l'Union soviétique, des relations qui n'étaient pas bonnes avec les États-Unis, qui se sont améliorées seulement à partir de l'élection de M. Nixon, pour le général de Gaulle avec une grande considération. Des relations très difficiles avec la Chine aussi depuis la révolution culturelle. Le général de Gaulle était sombre sur la situation internationale qui nous occupait tous. Et il y avait cette atmosphère un peu automnale. C'est un premier point. Le second point, c'est, vous avez tout à fait raison de dire que le général de Gaulle a mal expliqué ou peu expliqué son intention à propos du référendum. Pour ceux qui n'étaient ni juristes ni spécialistes des problèmes de l'administration interne, ce qui était mon cas, les intentions profondes du général de Gaulle étaient un grand mystère. Il ne les a pas expliquées, il ne les a pas expliquées assez proches, il les a pas expliquées au grand public. Et au fond, on a été très vite pris dans un débat assez technique, animé par les promoteurs de la loi référendaire elle-même, M. Vanet, M. Guichard, effectivement, mais du général, on n'entendait pas grand-chose. Et son intention n'était pas clairement compréhensible. Alors, le troisième point, c'est que beaucoup d'entre nous avaient la conviction que le général de Gaulle, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire de l'été-automne 1968, se préoccupait beaucoup de savoir comment se terminerait sa propre odyssée à la tête de la France. Et ceci animait beaucoup des conversations que j'avais avec mes collègues. Le général de Gaulle pensait à sa fin. Comment pouvait-il finir? C'était un des dilemmes qu'il avait et dont il s'ouvrait volontiers à certains. Perfit en parle, Bernard Tricot en avait parlé à l'époque. La vieillesse, comme Pétain, jamais, bien entendu, c'est un naufrage, comme chacun sait. Être assassiné, comme au petit Clamart, il avait failli l'être,
c'était, rappelez-vous son propos, quand il s'est relevé de la banquette sur laquelle il s'était couché, les maladroits. Avec une espèce de regret. Et finalement, l'idée, je trouve que vous écartez l'idée du référendum suicidaire de façon peut-être un peu trop catégorique à mes yeux, parce qu'à l'époque, pour beaucoup de ses collaborateurs, l'idée d'une entreprise vouée à l'échec, mais volontairement à l'échec, qui offrait une solution qui était le général de Gaulle partant finalement dans le crépuscule pour le coup, et dans l'indifférence de ce peuple qu'il a toujours qualifié de façon peu flatteuse, était une voie possible. Et à partir du moment où on est entré en campagne référendaire, le pessimisme a beaucoup gagné dans l'entourage du général de Gaulle. Très peu d'entre nous imaginaient que le résultat puisse être positif. Et le général de Gaulle lui-même était pessimiste et ne le cachait pas. Moi, j'ai très bien un très grand souvenir du vendredi dans lequel on lui a remis le papier, parce qu'il partait à Colombey pour aller voter. Nous avions tous, sans exception, le sentiment que nous lui faisions nos adieux et que nous ne le reverrions. De Saint-Robert, on a la parole derrière. Voilà. Derrière. Je voudrais apporter quelques précisions en ce qui regarde la mésentente entre le général de Gaulle et Pompidou. Ça commence à Rome, et ça je le tiens d'Étienne Burin-Desrosiers qui est ambassadeur à Rome. Le propos de Pompidou annonçant son éventuelle candidature était strictement en privé. Malheureusement, il y avait un journaliste là, et c'est lui qui en a fait toute une histoire. Et le général en a été évidemment blessé. Quant au reste, à la participation, je dois dire que Pompidou n'a pas fait le moindre effort pour essayer de comprendre ce que voulait le général dans cette affaire. Puisqu'il m'a dit à moi-même un jour que je ne vais quand même pas installer des soviets dans les usines. Donc vous voyez l'idée qu'il se faisait de ce que voulait faire le général de Gaulle. Mais par ailleurs, je tiens à vous dire que Pompidou n'était pas le seul à être opposé à l'amendement Vallon. Sur l'amendement Vallon qui était celui par lequel on avait essayé, pour catimini, de faire entrer la chose dans le débat parlementaire, et ça avait été voté. Et Michel Debré était l'un des plus acharnés contre la participation et l'amendement Vallon, à tel point qu'il a nommé une commission, la commission Marté, vous avez fait dire cela, pendant du nom d'un haut fonctionnaire, qui a démontré que c'était absolument irréalisable. Et que si Debré était fidèle au général, de tout point de vue, il n'a pas fait ça pour lui nuire. Mais au fond, c'était très très mal compris dans les cercles du gaullisme survivant après le départ de l'État. Merci pour cette. Tu as dit de langue. Oui, tu veux dire de langue. Oui, juste au sujet de la participation, toujours Alain Supiot qui nous disait, il a eu à traiter de cette question à ce colloque, existe-t-il une constitution sociale de la Ve République? Il a répondu oui, même s'il a dit qu'elle était mal en point. Et Alain Supiot disait que pour préparer sa communication, lui, il avait une vingtaine d'années au moment du référendum, il me disait « j'ai sûrement voté non à l'époque, j'ai toujours été un homme de gauche, de Gaulle, etc. » Il me dit « mais en me replongeant dans tous les écrits de Gaulle et tout ce qu'il a fait, il me dit « je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était très sérieux, cette affaire de participation. » Il me dit « j'ai complètement révisé mon point de vue et c'était quelque chose de tout à fait moderne et sérieux. » Je voulais apporter cet élément de témoignage qui est intéressant parce qu'on est toujours dans cette idée de Gaulle étant en décalage, mais pas parce qu'il est en retard, mais parce que plutôt il est en avance. Et l'hostilité à la participation venait beaucoup de son entourage, venait du CNPF et venait aussi des grands syndicats qui se disaient au fond que c'est que ce général qui veut redéfinir le rapport entre les actionnaires et les salariés dans le capital des entreprises, enfin, alors qu'il était question de durée du temps de travail, d'augmentation de salaire, etc. Donc c'est assez intéressant de voir, il y a 50 ans après, certaines personnes peuvent relire d'une manière différente et finalement, avec des lunettes d'aujourd'hui, quelquefois, il me semble qu'on comprend mieux ce que De Gaulle voulait faire. Et je vous cite ce témoignage d'un esprit quand même particulièrement, enfin, je parle sous le contrôle d'un collègue professeur de droit. Alain Supiot n'est pas quelqu'un qui fait dans la poésie évanescente. Oui, mais si je peux me permettre d'ajouter juste un point, c'est original cette conception de la participation, mais dans le volet entreprise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire dans la dimension des réformes de 66 et 67, c'est-à-dire la possibilité
quasiment d'instituer une sorte de cogestion des entreprises. Parce qu'il y a quand même ça derrière. Or ça, dans le référendum de 69, il y a rien de tout ça. Enfin, c'est quand même une participation très, très, très allégée, si on peut dire, par rapport à cette vision-là. C'est la participation au niveau des institutions publiques, pas au sein des entreprises. Mais je pense qu'ils voulaient le faire plus tard. Alors, peut-être, mais et pour ça, c'est plus décevant. Enfin, honnêtement, toute la réforme des régions, c'est uniquement, d'ailleurs, c'est dit dans l'ouvrage, mais je crois que c'est Jeannelet qui dit, il s'agit quand même en grande partie d'élargir la loi de 1871 sur les conseils généraux aux régions. Et c'est quand même pas très innovant, la réforme sur les régions. Si, parce qu'il veut quand même en faire l'échelon de ce qu'il fait à l'échelon national avec le plan. Enfin, il y a quand même... bon, enfin... Alors, Pierre et Alain, ensuite. Je peux vous Alain, d'abord voir, mais... Merci Hervé. Je voulais vous féliciter de votre exposé et d'avoir surtout dit l'histoire et de ne pas l'avoir revisité, parce que revisiter, c'est un mot que j'aime pas tellement. C'est vrai. Il arrive très souvent qu'on revisite en disant des choses qui ne sont pas vraies. Alors, la première question qui se pose sur 69, je n'ai pas d'abord le terme révolution qui était employé à ce moment-là par certains, notamment à l'UJP, la révolution avec connotation marxiste, mais il y avait évidemment le fil conducteur toujours de l'action que vous avez magnifiquement décrite du général, et vous avez bien dit les choses. Alors il se trouve que pour des raisons que je n'explique pas ici, j'ai beaucoup travaillé sur mai 68, 50e anniversaire. Et j'ai envoyé d'ailleurs une date ici, avec Frédéric Fogacci et Jacques Godefroy. Et je faisais part là-dedans d'un certain nombre de choses, et notamment un témoignage que j'ai recueilli de Lorraine Fouché, la fille de Christian. Et Christian Fouché est le dernier que le général a vu avant de partir à Baden-Baden, hors Fleury. Et dans cet entretien, Fouché enregistre les mots du général sur Pompidou. Je ne veux pas réouvrir le débat sur Pompidou parce qu'il y en aurait pour longtemps, mais il est certain qu'il y avait une divergence et une quasi-rupture entre les deux, qui s'est traduit d'ailleurs par un conseil des ministres, le premier conseil des ministres de Murville, où les gens rigolaient. Il y avait de quoi. Le général avait montré, était affaibli quand il a vu Fouché, il était incertain. Et on se demandait ce qu'il allait faire, et lui-même aussi se le demandait. Alors, il a eu probablement un moment de faiblesse déjà devant cette épreuve, et comme on dit, c'est vous qui l'a dit, il s'est ressaisi d'ailleurs, mais il y a eu un moment de faiblesse, il est allé à Colombey, il a fait venir à Baden-Baden, il a fait venir ses enfants et ses petits-enfants par avion spécial à Baden-Baden, et puis c'est avec Massu que les choses se sont réglées. Et il y a quelque chose à lire qui est très intéressant sur cette résurgence du général. C'est le dîner du 29 mai à la Boisserie, qui est raconté par Floïc, et qui est d'ailleurs assez drôle, et qui a fait la semaine où il était complètement décontracté, où il a cité des vers qu'il avait indiqués en se foutant gentiment de Floïc. Enfin, c'était absolument merveilleux. Il avait pris ses résolutions, et on a vu ce que ça donnait sur le 30 mai. Est-ce qu'il n'a pas voulu vérifier quand même en 69 sa légitimité? À mon avis, si. Il a voulu le faire par l'intermédiaire de ce référendum. Et il avait toujours été c'est un homme beaucoup plus sensible, vous l'avez dit d'ailleurs, beaucoup plus sensible qu'on l'imagine. Il y avait une sensibilité chez lui. Et il voulait vérifier qu'il y avait bien l'accord de la nation, et il y avait longtemps qu'il n'avait pas fait un référendum. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il a voulu le faire. Et il a voulu le faire sur un sujet qui n'était pas forcément, comme on l'a dit, qui n'était certainement pas le bon. Et je dois dire que j'ai le témoignage de mon père qui a vu le général 8-15 jours avant, de départ, 8 jours avant, où manifestement il était, comme l'a dit l'ambassadeur, assez triste, assez placide, mais où il ne laissait pas apparaître de faiblesse. Il était résolu, il y avait un certain fatalisme, et il avait parfaitement intégré l'idée qu'il pouvait partir, comme il avait aussi imaginé qu'il pourrait rester. Donc, je voudrais porter ce témoignage-là en disant qu'il avait la conscience de ce qu'il faisait, mais il voulait quand même vérifier. Alors sur le thème du référendum, vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est d'associer la réforme régionale qui ne s'imposait pas, mais pas dans ces termes-là, à la participation.
Et ça, c'est vraiment une idée importante. Et cette idée de la participation, je pense qu'elle est encore, elle est plus que jamais d'actualité. Et il faudrait la mettre en place. Ça devrait être la nouvelle politique sociale de la France qui nous débarrasserait enfin de la lutte des classes. Hein, cette participation, avec un certain nombre de thèmes précis, quelques idées là-dessus. Et le peuple n'a pas senti une envolée par rapport au grand combat qui était mené, par rapport aux grandes causes que défendait le général avant. Il a trouvé quelque chose d'assez plat et qui n'était pas très mobilisateur. Et je pense que s'il avait fait un référendum sur le thème de la participation plus largement, il aurait peut-être emporté malgré la lassitude de certains. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alain Ternoir. Évidemment, je vais vous lire, monsieur le professeur, d'autant plus que vous apportez, par les commentaires que vous avez ajoutés, un début de réponse à des questions que je me pose depuis 50 ans. Il se trouve que j'étais à l'époque le Benjamin de l'Assemblée nationale et évidemment membre de la majorité, et que j'ai vécu avec mes camarades étudiants leurs protestations comme si pour partie en tout cas, non pas dans leurs actes, mais au moins dans leurs réclamations, je la ressentais naturelle et souhaitable. L'université était sous l'autorité à l'époque d'Alain Peyrefitte. Le mouvement ouvrier, là, sinon une révolution, en tout cas une vraie révolte, s'est engouffré dans ces manifestations et s'est terminé, comme l'on sait, avec une augmentation considérable de ce qu'on appelait le SMIC, et qui est devenu le SMIC, et qui montrait dans les deux cas que sous l'autorité d'Alain Peyrefitte, sous la responsabilité de Georges Pompidou, qui avait en charge l'essentiel de la politique économique à laquelle De Gaulle lui avait fait confiance, ils n'ont pas commis une forme d'erreur conservatrice qui n'était pas dans l'esprit novateur et de participation du général De Gaulle. Et qu'ils ont donc, de ce fait, par ce conservatisme, un peu été à l'origine d'un mouvement qui de toute façon aurait existé, puisque dans l'ensemble du monde occidental, il y avait ces protestations qui venaient des jeunes générations nées juste après la guerre. Et donc moi, j'ai toujours eu ce sentiment de l'intérieur. J'avais été élu en 67 dans une étroite majorité avec un autre qui a eu un rôle éminent dans la République, mais nous étions très peu nombreux. Hein. La majorité est à un ou deux sièges. Eh bien, dans cet esprit-là, dans cette situation-là, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas la faute du général qu'on a accusé par la suite de ne pas avoir compris les événements de 68, mais c'était plutôt deux acteurs pour lesquels j'ai infiniment d'estime, n'est-ce pas, et deux acteurs essentiels de sa politique qui n'avaient pas été à la hauteur du général. Oui, Frédéric, vous voulez... Merci. Alors, moi, j'ai écouté les interventions, et ce qui me semble très frappant, c'est finalement justement l'opposition entre ce qui est le cœur du livre d'Arnaud, qui est bien de montrer que 69, c'est un référendum de projet. C'est-à-dire que De Gaulle est très loin d'avoir déposé les armes en 1969, dans la mesure au contraire, justement, c'est plutôt la phase suivante, la phase de consolidation de la Ve République qui se joue. Et d'autre part, le témoignage, notamment de l'ambassadeur Bulot-Létang, qui finalement tend à recouper une thèse qu'on entend aussi très fréquemment sur l'idée justement de ce référendum suicide qui serait notamment lié effectivement à ce sentiment de mélancolie ambiant. Et le parallèle finalement qui me venait un petit peu à l'esprit pour peut-être dépasser cette opposition, et là la question s'oppose également donc à Alain qui connaît bien cette question, c'est un concept que Pierre Rosan-Vallon emploie dans le moment Guizot. C'est le concept finalement de rupture d'intelligibilité. Non pas finalement justement que le projet est épuisé, non pas forcément que sa force, son envie justement rénovatrice est épuisée,
mais que quelque part, justement, il y a un moment de décrochage, c'est-à-dire un moment où, quelque part, l'opinion publique, dans sa profondeur, finalement, ne réussit plus, quelque part, à en saisir les étapes suivantes. Et peut-être, justement, que la question qui mérite d'être posée et approfondie, justement, c'est peut-être la question de la campagne. Est-ce que, finalement, comment est-ce que De Gaulle a tenté de présenter l'enjeu fondamental aux Français? Et est-ce que c'est pas peut-être justement faute d'avoir su précisément montrer à quel point il y avait une forme de cohérence entre ce référendum et les étapes précédentes de la fondation de la Ve République, qu'il y a eu cette espèce de rupture d'intelligibilité, ce sentiment de décrochage qui a pu être justement à terme démobilisateur. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut faire un parallèle historique. Et j'imagine d'ailleurs que cette campagne référendaire a été faite ici, dans cet immeuble, puisque le général ne voulait pas que les campagnes référendaires soient faites au siège du parti. Donc, toutes les campagnes référendaires ont été faites depuis le 5 rue de Solferino, donc la boucle est bouclée. Vas-y. Oui, oui, bah, il faut peut-être le moment est venu de conclure. Oui, tu parles de rupture d'intelligibilité. C'est effectivement l'atmosphère automnale. Oui, il y a une atmosphère qu'on sent bien, et donc De Gaulle est lui-même. Puis De Gaulle nourrit lui-même par ses humeurs et son allure toujours très très étonnante. Ce sentiment, on le voit dans ce qu'écrit Jean Mauriac. Mais vraiment, j'ai été très frappé. Je vous incite tous vraiment à regarder ces échanges de 76 entre des jeunes universitaires et ceux qui ont vécu des événements avec De Gaulle, comme Couve, de Murville, etc. Encore une fois, ils ne savent pas, dans le fond, ce qu'il y avait vraiment au fond de Gaulle. Mais il me semble que la réponse, on l'a. On a cette chance extraordinaire d'avoir les mémoires d'espoir. Parce que les mémoires d'espoir, c'est ce qu'il commence à écrire en partant. D'abord, ça s'appelle les mémoires d'espoir. Ça commence par le renouveau, puis l'effort, ce qui est un ordre qui est très gaullien, qui n'est pas l'ordre auquel on se penserait spontanément. C'est-à-dire que les choses sérieuses commencent lorsque le contexte s'y prête, donc il faut créer les conditions du renouveau, et ensuite c'est après que l'effort commence. Et il me semble qu'il y a surtout cette continuité qu'il y a, et je ressors de tout ça frappé par la continuité qu'il y a entre les mémoires d'espoir et la discorde chez l'ennemi. C'est-à-dire ce sentiment à la fois que la démocratie est d'une fragilité extrême, et aussi l'idée qu'on ne baisse pas les bras. Même s'il y a des moments de découragement, de doute, d'incertitude, cette idée qu'on ne baisse pas les bras et que voilà, les choses doivent continuer, l'effort doit continuer, mais avec cette idée quand même que tout ça ne peut tenir que parce qu'il y a une sorte de permanence qui est l'État. Encore une fois, l'État qui est un ensemble coordonné, articulé entre les institutions politiques et les institutions administratives. Et il est certain, et c'est un sujet d'actualité d'ailleurs, qu'il y a une désarticulation qui s'est installée entre le politique et l'administratif. Je ne vais pas m'étendre sur les responsabilités qui ont conduit à cela, bien que j'ai ma petite idée sur la question, mais cette articulation, elle est au cœur du système gaullien. Il faut que l'État soit incorporé, le combat ne suffit pas.